Depuis 13 heures, les émissions s'enchaînent et on dit bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce nouveau programme, l'avant-dernier, hein, pour être tout à fait exact. Et vous nous rejoignez notamment sur Aligre FM. On salue les auditeurs et auditrices d'Aligre FM et également ceux de Cause Commune. Alors, c'est une journée de célébration. On célèbre l'ouverture du moment et on célèbre autre chose avec des occupants de césure aujourd'hui et notamment le lancement d'un guide que La Cloche a édité dans le cadre d'une démarche collaborative qui réunit pas moins de 13 associations, en tout cas il y en a 13 qui ont au final signé ce guide. Agathe, tu peux prendre le micro pour voir si on t'entend bien. Je ne sais pas si on m'entend. Non, on ne t'entend pas, on n'entend pas Agathe. Alors si Agathe peut prendre un autre micro. Bah, je sais pas. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Donc, c'est La Cloche qui est donc à l'honneur de cette émission qu'on a intitulée du nom de votre guide. Agathe, la parole est à toi. Pourquoi tu es là ce soir et pourquoi vous avez choisi le jour du lancement du moment pour lancer votre guide ? Merci Olivier. La deuxième réponse, c'est pas la peine. Tiens. Ok. Donc du coup, oui, notre association, donc La Cloche, on a impulsé un collectif qui s'appelle Inclusion et Faire Ensemble, avec une trentaine d'associations, et dont 13 au final qui l'ont co-signé, des bénévoles et des commerçants et commerçantes de nos quartiers. Alors on est super contents, on sait maintenant que La Cloche a une actualité, on reviendra tout à l'heure sur ce qu'est La Cloche, ce serait bien de commencer par là, mais on va faire le tour du plateau qui est pléthorique, et on dispose de très peu de temps pour que tous ces gens parlent, puisque comme je le disais en ouverture, on a 15 minutes de retard. Donc on a 15 minutes d'émission en moins. Alors on a Agathe Legrain donc, qui est directrice engagement de l'association La Cloche. Tu nous diras quand même un mot sur ce que ça veut dire être directrice engagement d'une association. On a Mao Perret. Voilà, qui est toujours de La Cloche. Alors toi, tu es coordinatrice de la zone nord de Paris. Alors c'est combien d'antennes ? C'est 4 arrondissements, le centre, 9e, 10e et 19e. Donc en gros 4 antennes sur les 11 que compte l'association La Cloche au national. Ok. On a également, alors parmi les signataires de ce guide et faisant partie du collectif, Marianne Quentin. Bonjour. Alors Marianne, on va t'ouvrir ton micro, je pense. Non, c'est toi, tu fais rien, je pense. Oui. Ouais, bonjour. Voilà, bravo. Alors Marianne Quentin, tu es vice-présidente de la délégation de Paris de Secours catholique et tu es accompagnée de Franck. Bonsoir. Bienvenue à toi, Franck, qui est donc avec toi ce soir. On a Hayat et Mike qui sont bénévoles de La Cloche et qui pourront du coup témoigner de tout ça. Un petit coup de micro pour dire bonjour. Ouais, donc moi c'est Mike, bénévole sur la zone Est qui regroupe le 11, 12, 20e arrondissement et la zone Vincennes. C'est militaire chez La Cloche. Hein. Bonjour, c'est Hayat, bénévole de Paris Sud. Voilà. T'as moins de chiffres que Mike. Ouais, ok, d'accord, très bien. On accueille également des gens d'un ballon pour l'insertion. Alors c'est pareil, hein, on reviendra sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Alors on a Stéphane. Alors Stéphane, il est là-bas. Bonsoir Stéphane, 51 ans. Ça va venir ton micro, tu peux recommencer. Bonsoir Stéphane, 51 ans, membre du Ballon pour l'insertion. C'est Stéphane, donc, et on a également Nicolas. Bonsoir, Nicolas Clément. Tu es Nicolas Clément et tu es président de Un Ballon pour l'insertion. On a également François Avez. Alors pour la petite histoire, Césure est une ancienne université où on enseignait notamment l'audiovisuel et François, qui est réalisateur, a fait une partie de son cursus dans ces murs. Oui, il faut savoir que j'étais ici il y a un moment. Donc voilà, j'ai fait tout le cursus audiovisuel ici. Depuis, j'ai réalisé beaucoup de films et on m'a proposé de venir un peu parler de mon film qui s'appelle Dehors dedans. Donc j'ai suivi une recherche collaborative sur le relogement, enfin le logement, plutôt à chaque fois je me trompe, sur le logement d'anciens SDF en pension de famille.
en pension de famille dans le cadre d'une recherche-action que tu as suivie. Et précisément, l'ethnologue, le socio-anthropologue à l'œuvre de cette recherche-action, c'était Yann Benoît qui est également sur ce plateau. Oui, merci, bonjour. Alors, j'étais pas seul, on était plusieurs. J'imagine. chercheurs. J'ai dit parmi. Oui. Ouais. Et donc, voilà, je suis socio-anthropologue et spécialiste de la grande pauvreté et en particulier des conditions de vie et de l'accueil et de la prise en charge des personnes sans abri. Alors vous deux, au même titre que nos bénévoles et également de Franck qui accompagne Marianne, vous êtes là en qualité d'éclairage, des témoignages et surtout des rendus, des rendus de ce guide qui va maintenant nous être présenté par Agathe. Voilà, je vous ai dit, j'ai du mal avec les prénoms, ça va devenir une émission comique. Normalement, dès que j'aurai tourné en rond 2 fois, je ne connaîtrai plus personne. Et donc Agathe, avant de nous parler du guide, s'il te plaît, dis-nous ce qu'est la cloche. Du coup, très rapidement, La Cloche, on est une association qui existe depuis début 2015 et on lutte contre l'exclusion des personnes sans domicile par 2 moyens. La création de liens sociaux entre voisins, voisines avec et sans domicile et en changeant le regard des personnes sur le monde de la rue. Et du coup, on a 11 antennes en France. On a plus de 300 bénévoles et vraiment l'objectif de La Cloche, c'est le faire ensemble et c'est pour ça qu'on a impulsé ce guide. Très bien, Agathe. Alors, je suis ultra frustré parce qu'il est déjà 18h30 et on doit rendre l'antenne à peu près à 57-56. Donc, on va avoir du mal à rentrer dans les détails et notamment quand tu nous parles de lien social et qu'on lit ton guide et qu'on voit qu'en introduction de ce guide, on a une citation de Serge Pogam. On se dit que nécessairement, ce que tu mets dans lien social nous vient un peu de la sociologie de Pogam. Mais du coup, on ne va pas pouvoir vraiment s'étendre dessus. Alors ce guide, démarche collaborative, qui démarre pour quelle intention, pour quelle raison ? Donc du coup, ce guide, en fait, à la base, en 2019, il y avait un groupe de travail qui s'appelait Engagement citoyen sur le bénévolat inclusif, qui avait été créé par La Cloche et la Fondation Abbé Pierre. Et le but, c'était de réfléchir sur le bénévolat inclusif, sauf que ce groupe a été interrompu à cause du Covid. Et donc, à la sortie du Covid, Margot, qui est déléguée générale de La Cloche, est venue nous voir et nous a dit que ça serait bien de relancer ce groupe de travail. Donc, on est allé voir plein d'associations, de bénévoles, de commerçants de quartier pour leur proposer de créer un collectif qui est donc Inclusion et Faire Ensemble, avec pour but de réfléchir sur comment on liste les bonnes pratiques qui favorisent l'inclusion dans nos quartiers. Et du coup, l'inclusion, comment est-ce qu'on la définit dans ce collectif ? C'est pas juste le fait de rendre accessibles les activités et les structures aux personnes concernées, mais c'est de faire en sorte qu'elles puissent participer et qu'elles puissent créer elles aussi. Et du coup, casser un peu ce rapport aidant-aidé et se dire que la personne vient pour ses compétences et pas seulement pour être ce qu'on appelle bénéficiaire. Alors, j'entends, l'association a été créée en 2015. Vous lancez ce guide avant le Covid, donc j'imagine au dernier trimestre 2019 ou courant printemps 2019, c'est ça ? Non, je ne sais pas. Du coup, fin 2020, puisque c'était après le Covid, le collectif. Oui, mais tu avais initié la démarche. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment voilà, l'association était jeune. Qu'est-ce qui t'a fait penser, enfin, qu'est-ce qui vous a fait penser qu'il devenait nécessaire de rédiger ce type de guide que vous appelez aussi livret d'ailleurs? En fait, c'est à force de discuter avec les associations et les structures qui nous entourent et aussi les bénévoles qui sont à La Cloche, puisqu'à La Cloche, on a des bénévoles avec et sans domicile, on ne fait pas la distinction. Et en fait, on se rend compte que c'était un sujet hyper important et comme nos programmes qu'on a créés à La Cloche, c'est justement sur l'inclusion, le faire ensemble et le lien social et que ça faisait plus de 4 ans qu'on le faisait et qu'on voyait que ça fonctionnait. On a beaucoup de bénévoles qui témoignaient et qui nous expliquaient que ça leur avait permis d'avancer et d'être vus autrement. C'était une manière aussi d'être réinclus dans la société. Donc en fait, on s'est dit autant se réunir avec plein d'associations, plein de bénévoles qui sont d'accord avec cette manière de penser. Et le but, c'est de pousser les structures à s'engager dans cette démarche. Nous, d'aller plus loin, parce que forcément, on s'est posé des questions, on n'est pas du tout irréprochable dans notre manière de faire. Et ensuite, grâce à ce livret, d'aller parler
des aspects plus institutionnels, politiques, pour leur dire que finalement, si on met cette inclusion et le faire ensemble dans notre manière de faire tous les jours, ça peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Alors Marianne, le Secours catholique n'est pas né en 2015. Vous avez quelques décennies de pratique de l'aide ou de l'action sociale et culturelle auprès des personnes en précarité et grande précarité. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition de la Cloche de rejoindre ce collectif? Est-ce que ça répondait à quelque chose en filigrane qui, chez vous, disait que il y a peut-être moyen aujourd'hui d'être un peu plus inclusif ou racontez-nous tout ça. En effet, le faire ensemble fait vraiment partie de l'ADN du Secours catholique. Le titre de notre projet national, c'est « Ensemble, construire un monde juste et fraternel ». Donc ça nous paraissait important effectivement de faire partie de ce collectif quand on y a été invité. Comme vous dites, on est une association ancienne et donc ça fait un moment qu'on réfléchit à comment être davantage inclusif et d'aller réfléchir avec d'autres et par exemple avec de jeunes associations qui sont nées avec ce mode de pratique alors qu'au Secours catholique c'était pas forcément le mode d'organisation au départ. Voilà, ça nous semblait vraiment intéressant. C'est vrai qu'au Secours catholique, beaucoup de gens s'engagent pour aider, pour apporter une aide matérielle éventuellement, et pas forcément pour aller à la rencontre et accueillir comme bénévoles des personnes qui ont éventuellement une histoire de vie dans la rue, etc. Donc, c'est des pratiques à changer et ça nous semblait intéressant d'aller voir d'autres associations qui sont nées avec ce projet-là et ces pratiques-là et de s'enrichir mutuellement de nos expériences. Nicolas Clément, pour Un ballon pour l'insertion, un peu la même question qu'à Marianne. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition et comment ça vous a semblé être une valeur ajoutée aux façons que vous aviez déjà de travailler? Ça va s'allumer. Vas-y, parle dedans. Non? Si, voilà. Mais oui. Ça y est. Il faut que le réal, dans le carré à l'autre bout, te voit. Le Secours catholique, tout le monde connaît, 1946. Un ballon pour l'insertion, je pense que personne connaît. Donc je vais dire juste 2 mots sur qui Oui, mais absolument. C'est une association dont l'objectif est de remobiliser des personnes sans domicile ou éventuellement fragiles. Ça peut être, on travaille aussi sur le handicap par le sport. Alors, le sport, pas un sport de compétition, un sport où on est en fait dans l'approche, on a 2 mots, c'est bienveillant et exigeant. C'est-à-dire qu'on veut que les gens se dépassent, mais pas dépassent le voisin, et donc progressent. Et Stéphane racontera un peu son expérience de personne qui a participé à ces séjours pour montrer l'effet que ça a. Alors, nous, contrairement au Secours catholique, on n'est pas vieux. Vous aussi, un peu. Je suis quand même aussi au Secours catholique. Donc, mais on a démarré l'association en 2014. 2014, oui, ça fera bientôt 10 ans. Et c'est depuis le début qu'on a cette question de comment est-ce qu'on fait participer les gens. Après, c'est pas très simple parce que nous, il y a de la technique. Le sport, c'est n'importe qui ne peut pas être animateur sportif, donc c'est pas à ce niveau-là. C'est dans les instances de régulation et d'organisation de l'association qu'on fait participer les gens. Je m'adresse juste à un moment aux socio-anthropologues avant qu'ils s'endorment. Yann, alors tu as entendu un peu le contexte. Yann Benoît, je le rappelle, tu as entendu un peu le contexte, les intentions derrière ce guide. En tant que chercheur qui s'adresse, ou dont le terrain de recherche est précisément les personnes qui sont... alors je vais dire aider, ça va faire bondir Agathe, mais... est-ce que ces intentions sont relevées dans les témoignages que toi, sur tes terrains, tu as pu recueillir, pardon. Est-ce que les gens de ton terrain, ma question n'était pas claire, est-ce que les gens de ton terrain t'ont dit à un moment, on aimerait bien être plus inclus dans les pratiques même de l'action sociale? Non, on me l'a jamais dit comme ça. Moi, j'ai quand même travaillé auprès de personnes qui étaient dans des situations très
très en marge, comme le CHAPSA de Nanterre notamment, qui est un foyer où le niveau d'aide est très bas, très bas seuil. Non, moi, ce qui m'intéresse dans la notion d'inclusivité, d'inclusion, c'est le rapport à la norme, le rapport à la normalité, entre guillemets. Tous mes travaux ont porté là-dessus, sur le regard porté sur les sans-abri, alors notamment au CHAPSA Nanterre, l'idée, comme au SAMU social de Paris, était que c'était des fous de l'exclusion, des gens qu'il fallait d'abord traiter. Et donc ça aide pas à l'inclusion. Donc dans cette idée d'inclusion, il y a cette idée de normalité des personnes, de capacité. Et l'intérêt de la démarche, moi, c'est ce que je vois, c'est d'abord au niveau microsociologique, ce que vous pouvez faire dans les foyers, mais il y a ce qui n'est pas à votre mesure qui m'intéresse aussi et qui pourra peut-être l'être par le discours, c'est-à-dire que si on a affaire à des personnes qu'on peut inclure et des personnes normales, il faut aussi qu'elles aient dès maintenant le droit aux droits communs et aux droits fondamentaux, et que donc moi ce qu'il y a derrière ce message, c'est de rappeler que quand on est à la rue, on en discutait tout à l'heure, c'est une gageure de s'en sortir soi-même, parce qu'on a beau être des gens normaux, on se retrouve quand même dans des situations extraordinaires. Et je finis, je suis bavard, hein, mais donc l'idée derrière tout ça, c'est que aidez-nous, que les pouvoirs publics nous aident à cette inclusion en rendant opposable et en rendant inconditionnel les différents droits fondamentaux, dont le premier, le plus important, est le droit logement. Au logement. Voilà. Et tu faisais allusion à la discussion que vous aviez avec François, avec Stéphane et donc du coup pas Franck. Agathe, on revient donc au cœur du guide. Vous êtes tous les deux bénévoles et avez directement éprouvé ce guide, j'imagine, ou en tout cas les pratiques qui sont décrites. Tu veux peut-être engager la discussion avec ces bénévoles, Agathe ? Je vais les laisser directement prendre la parole. Alors, allez-y. Agathe. Oui, bonsoir, c'est Hayat, bénévole à la Cloche Sud. Voilà, je fréquentais la Cloche. J'ai beaucoup demandé de l'aide à la Cloche. Et aujourd'hui, je suis bénévole. Et c'est le moment de pouvoir donner de l'aide. Et l'expérience que j'ai eue et être utile avec tout le staff de la Cloche pour pouvoir donner un peu de l'aide aux gens dans la précarité et notre expérience. Et voilà. Du coup, on en parlait tout à l'heure, toutes les deux. Mais donc là, c'est Mao. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte au groupe, aux habitués, aux personnes sans domicile qui fréquentent la Cloche ? Qu'est-ce que ça leur apporte que toi, tu sois bénévole ? De l'assurance, de la confiance. Et surtout que nous, si on peut inverser les rôles, là, comme tous les ateliers que j'ai fait avec la Cloche, genre une expérience, la prise de parole, j'en ai fait pas mal. Un exemple avec le ministre Jean-Christophe Camp, 2 fois de suite, et dont je suis fière. Et aussi, on fait des ateliers comme la cuisine, l'inversement des rôles, la soupe impopulaire, où on a l'habitude de dire merci. Et c'est là où nous nous engageons à faire la soupe, et ça devient le rôle inverse, pour rompre la solitude et qu'on approche les gens, être en contact avec les personnes et les passants, et c'est à eux de nous dire merci, et ça nous rend la fierté, notre dignité aussi. Voilà. Et j'ai participé à pas mal d'ateliers, comme la radio, le podcast. On se sent vraiment un être humain avec cette association. Ça m'a donné la confiance en moi. C'est pas évident d'être dans la précarité, après pouvoir s'intégrer en tant que bénévole et prendre la confiance en soi. Voilà, c'est ce que j'ai réussi à avoir avec cette association, et je remercie grandement. Voilà.
Alors avant de passer au témoignage avant de passer il y a des chœurs qui se font. Voilà. Je dis ça pour les gens qui sont à la radio et pas à la télé sur Twitch parce qu'ils voient pas les chœurs. Donc voilà. Et du coup, juste avant de passer à toi, Mike, en fait, elle a cité Agathe à toi. Elle a cité Agathe, toi, Agathe. Elle a cité un des dispositifs dont on avait parlé par ailleurs ensemble, la soupe impopulaire. Tu peux expliquer ce que c'est en fait? Mao, vas-y. Du coup, la soupe impopulaire, l'objectif, c'est d'inverser les rôles. Ouais. Du coup, c'est les personnes sans domicile en situation de précarité qui vont cuisiner la soupe et la distribuer aux passants. Donc, l'objectif, c'est de renverser justement ce paradigme aidé-aidant et de proposer aux personnes sans domicile d'offrir la soupe aux passants et de les sensibiliser au monde de la rue et puis de leur montrer qu'on est tout simplement des voisins et voisines et qu'il faut qu'on se parle davantage. Alors ça, c'est un dispositif parmi d'autres où systématiquement, vous essayez soit de casser le rapport entre celui qui fait et celui qui reçoit et où parfois les rôles s'inversent. C'est ça, exactement. D'accord. On va écouter du coup Mike. Alors je suis désolé, on est super pressé là du coup, il est 46. Mike, ton témoignage à toi. Oui, donc moi je suis bénévole à la cloche depuis bientôt 1 an et j'ai fait différentes activités. Donc j'ai organisé des tournois de pétanque. Il faut savoir qu'on a essayé de faire des tournois mixtes. Donc on a été sur un terrain sur les quais à Bastille. J'ai aussi, alors moi je suis référent sur le pôle rencontre de rue de la zone Est de la cloche où je suis bénévole. C'est-à-dire que tous les jeudis soirs vers 19h, un petit groupe de bénévoles de la zone Est se rejoint devant l'Opéra Bastille et on fait des rencontres de rue. Donc c'est-à-dire qu'on part avec un thermos d'eau chaude, avec du thé, du café dans les sacs. Et le but c'est vraiment de créer du lien avec les personnes en grande précarité. Donc ça veut dire qu'on va leur ramener du café. Même si on parle, on va dire 1 heure avec une personne, l'objectif est rempli parce qu'au moins ça a permis de casser leur cliché parce que malheureusement quand eux ils sont dehors, ils n'ont pas trop de... Comment dire ? Ils n'ont pas trop de temps de parler avec les gens parce que les gens sont pressés, ils leur disent pas bonjour, donc ils sont dans l'ignorance. Et donc j'ai fait ça, je fais aussi les rencontres de rue et j'ai organisé aussi il n'y a pas longtemps un karaoké avec la cloche où c'est moi qui l'anime quasiment tous les karaokés de la cloche, c'est moi qui les anime. Donc du coup, en fait... Tu dois avoir un répertoire impressionnant. Non, oui, on aurait pu faire la pause musicale avec Mike, mais du coup, comme on a un quart d'heure de moins, il n'y aura pas de pause musicale. Non, mais en fait, les gens viennent, je leur demande ce qu'ils veulent chanter eux comme chanson. En fait, moi, je suis juste là pour qu'il y ait un peu d'ambiance, pour que les gens s'amusent entre guillemets, quoi. Donc voilà un peu ce que je fais moi en tant que bénévole à la cloche. Et il faut savoir que tous les jeudis après-midi, il y a 3 repères de la cloche. Il y en a un dans la zone sud, à Réseau Quartier, dans le 13e, un dans la zone nord. Qui se situe au Wanted Café dans le 10e et ma zone, donc la zone Est, au 85 bis rue Ménilmontant, au Dorothy Bar. Okay. Tous les jours d'après-midi, c'est soit 14h30, 16h30 ou 15h30, 17h30. Alors Mike, je te le dis tout de suite, on fera pas de dédicace à ta maman. Et du coup, Agathe, s'il te plaît, revenons un petit peu du coup à ce lancement du guide. Ça veut dire quoi quand la cloche, après du coup une bonne année de remobilisation, d'écriture, remobilisation des acteurs, donc vous lancez ce guide, ce livret, j'ai vu ça sur vos affiches. Ça signifie quoi exactement? À qui vous l'adressez et avec quelle intention? Du coup, ce livret, donc 2 ans de travail acharné. 2 ans. D'ailleurs, avec la directrice de Lyon, qui n'est pas là aujourd'hui, Mélanie quand même. On peut lui faire une petite dédicace vu qu'elle a fait ça avec moi pendant 2 ans. En fait, on a l'objectif de ce livret, que ce soit pour la cloche ou pour tout le collectif, c'est de le diffuser le plus possible, donc dans les mairies, auprès des associations, dans les collectivités, et que les gens puissent le lire et s'inspirer. En plus, il est fait de manière très simple, où il y a 5 thématiques, et qu'en fait, quand on a envie de se lancer dans l'inclusion, le faire ensemble ou aller plus loin, il y a vraiment une liste de bonnes pratiques. Alors, quelles sont ces 5 thématiques autour desquelles se déploient les bonnes pratiques? Alors, il y a le bénévolat et la gouvernance inclusive. Attendez la question, Agathe, là je l'ai senti, elle était soulagée. Quand est-ce qu'il va me demander c'est quoi mon guide, quoi? L'aménagement de l'espace urbain, la vie de quartier, l'accompagnement social, donc maraude et accueil de jour, et la distribution de produits de première nécessité. Donc en fait, tout simplement, le but c'est de se dire j'ai envie d'organiser par exemple une maraude.
J'ai envie de le faire en fait avec aussi les personnes qui peuvent parfois bénéficier de Maraude, donc de le faire de manière vraiment inclusive. Donc du coup déjà de demander aux gens s'ils ont envie de participer et de leur dire est-ce que vous avez envie de l'organiser soit tout seul soit avec nous, et en fait de se mettre tous d'accord sur comment est-ce qu'on veut faire et donc et comment on le fait. Et du coup on a une checklist de ce à quoi il faut penser avant, pendant, après, et du coup tout est inspiré d'associations, de témoignages qui se font sur le terrain, et nous le but c'est de recueillir toutes ces bonnes pratiques, de les lister pour que les personnes qui souhaitent s'engager dans cette démarche aient un peu une to-do list pour les aider avec des points de vigilance toujours à garder en tête. Mais quand tu dis, alors peut-être que tu peux les citer si tu les as en tête. Non, il y en a beaucoup. Oui, non, parce qu'en fait chaque chapitre décline des points Exactement. de vigilance spécifiques. Juste cette question à Nicolas. Je me suis planté ? Bravo, ça va s'allumer, Nicolas. Du coup, typiquement, l'association de Nicolas fait partie des associations qui vont recevoir, qui ont reçu ce guide. Du coup, comment vous le mettez en pratique ? Comment vous en imprégnez ? Comment vous Alors nous, on l'a un parti inspiré ouais. sur la rubrique gouvernance. Je reviens sur notre fonctionnement. Oui. Donc on organise des séjours pendant une semaine. On emmène en partenariat avec des associations une douzaine de personnes en grande difficulté faire du sport à Oulgat, entre Caen et Deauville. Et ils font des activités de 7h moins le quart du matin à 10h du soir. Donc vous emmenez les pauvres chez les bourgeois. Un petit peu dense. Ouais. Non, ça va très bien. Deauville ou le Gard. Oui, mais on y va l'hiver, il n'y a personne. Ah, c'est ça. On est tranquille, on n'est pas emmerdé. Non, donc par contre, l'idée, nous, c'était de travailler à la gouvernance. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire participer à l'organisation de l'association les personnes en difficulté qui ont participé au séjour. Et là, c'est vrai qu'on en parlait du coup avec Yann à l'occasion de notre lecture croisée du livre. Le sujet de la gouvernance est un peu plus loin de la notion de démocratie participative, est en filigrane effectivement de ce guide. Et je crois que chez le chercheur, et je crois que tu as recueilli aussi ce type de témoignages, c'est une demande forte de la part de celles et ceux qui peuvent à un moment ou à un autre être dans un parcours d'insertion. La 2. Ça va venir le micro. Yann Benoît. Yann Benoît. Non, ouais. Ça y est. Disons que ça part d'un constat de la part des personnes, alors moi pour ce que j'ai connu dans les CHU, dans les CHRS et pensions de famille, ça part du constat qu'on leur propose souvent des prestations en présupposant de leurs envies et de leurs besoins. Et effectivement, dans ce cadre, en imaginant une gouvernance, ou même, moi j'aimerais bien parler de démocratie participative. Non, mais c'est le stade ultime, quoi. Voilà, faire une co-construction du règlement intérieur des structures, de la forme des structures avec les bénéficiaires, serait effectivement un préalable indispensable. Alors juste, tu m'as pas répondu finalement, Nicolas. Comment vous allez comment vous le mettez en pratique, comment ces bonnes pratiques, du coup, vous les diffusez au sein de votre réseau. D'ailleurs, comment est organisé, parce qu'on sait la Cloche, c'est une asso nationale avec des antennes. Vous, c'est quoi ? Nous, c'est une toute petite structure. Hein. Okay. On a 3 salariés, donc c'est petit, mais on emmène quand même une centaine de personnes par an faire ces séjours. Ce qui serait bien, ça serait d'interroger Stéphane. Bien sûr. En fait, c'est lui qui le vit, ça, plus que nous, puisque nous, on a mis ça en place, mais c'est lui. J'espérais donner la parole à Stéphane, mais après que tu me dises, on a mis en place tel dispositif. On a mis en place un dispositif pour faire en sorte que donc, les personnes qui ont participé au séjour puissent participer aux instances avec quelques garde-fous, je ne sais pas comment vous appelez ça déjà. Des points de vigilance. Voilà. Nous, en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est que les gens à la rue ont une vision du temps qui n'est pas forcément la même que nous, parce qu'ils sont, en général, la plupart des gens sont sur des rails, pas des gens à la rue, les rails sont un peu cabossés, et donc on organise ça de telle sorte que les administrateurs de l'association qui ne sont pas à la rue sont élus pour 3 ans, les autres sont élus 1 an, mais renouvelables 15 fois de suite s'il le faut, mais comme ça engage moins et c'est moins stressant. Alors Stéphane, justement, tu es administrateur à Un Ballon pour l'insertion. Oui, je suis super content, c'était à refaire, je referai.
Tu peux rapprocher juste un peu. Ouais. C'est une assoce que j'aime, je prends mon plaisir, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir, la joie de vivre, on va dire, parce que je me suis retrouvé dehors, grâce au ballon pour l'insertion, j'ai retrouvé un cadre, c'est-à-dire peut-être se lever à l'heure, respecter des horaires. Ballon pour l'insertion, qu'on part pendant une semaine, il faut respecter un cadre, respecter les gens, tu fais pas n'importe quoi. Et ça, quand j'étais dehors, je me levais à n'importe quelle heure, tu fais n'importe quoi. Et ça, grâce à ça, j'ai pu retrouver un cadre. Après, j'ai retrouvé du travail. Là, bon, en ce moment, je suis en stand-by, mais bientôt, je vais retravailler. Et je pense que le ballon pour l'insertion, ça m'a fait vachement de bien. Et ça continue à me faire du bien. Et tu as entendu Stéphane Agathe présenter ce guide. Tu peux m'en redonner le titre ? Le livret s'appelle Inclusion et faire ensemble. En fait, il est assez long. Le titre, c'est fait exprès pour que les gens comprennent directement. Ouais. Et parce que le sous-titre est assez intéressant, je trouve. Et du coup, Stéphane, tu as entendu, parler de ce guide. Peut-être même y as-tu participé avec Nicolas. Est-ce que ce que représente ce guide te semble fondamental par rapport à la situation de rue que tu as vécue Je pense que c'est fondamental. Il faut faire ça. Après, je pense que tu as des étapes à respecter. Je pense que c'est fondamental. C'est mon avis personnel. Hein. Non, je pense qu'il a l'air partagé par deux autres bénévoles ici. Marianne, du coup, je suis désolé, on est ultra pressé par le temps. J'aurais adoré t'entendre plus longtemps, Stéphane. Merci. Je t'inviterai sur Radio Cause Commune pour une émission complète avec Yann j'espère bien. Et Hervé. Non. François, putain, voilà, ça y est. Et du coup, Marianne, c'est à toi. Il y a plein de trucs, on ne s'est pas dit, etc. Mais un peu la même question que j'ai posée à Nicolas. Qu'est-ce que ça a changé, du coup, à vous, au Secours Populaire Catholique. Catholique. Secours catholique. Écoute, dans vos pratiques. En fait, participer à la fabrication de ce livret, ça a déjà été, à l'invitation de la Cloche, aller interviewer des personnes directement concernées sur ce que ça apportait, ce que ça leur apportait ou pas, des propositions de participation comme bénévole ou comme membre d'un conseil d'administration. Donc ces interviews, ça a été vraiment très édifiant et on les retrouve bien. Enfin, je trouve que c'est la richesse de ce livret, c'est vraiment de partir de la parole des personnes directement concernées. Et par exemple, au Secours catholique, on a mis en place des fiches de mission. Donc à la fois des choses assez précises sur les missions qu'on confie aux bénévoles, qui soient en situation d'exclusion ou autres bénévoles, sur ce qu'on attend d'elles, sur ce que l'association s'engage aussi vis-à-vis d'elles, ce à quoi l'association s'engage. Et voilà, en même temps, des choses assez rigoureuses. Et en même temps, on a entendu aussi à travers ces interviews qu'il y avait une souplesse nécessaire dans l'accueil de bénévoles qui n'ont pas un parcours facile de vie et qui, du coup, ont effectivement des contraintes qui les empêchent quelquefois de tenir des horaires, de tenir des engagements. Très bien. Et avant de quitter ce plateau pour donner la suite à nos amis de Radio Campus qui vont réaliser en direct leur matinale de 19h, j'aimerais qu'on entende Franck. Oui. Bonsoir. Alors Franck, qu'est-ce que tu penses de tout ça, le guide ? Honnêtement, ouais. Tout ce que j'ai entendu, ce qu'ils font à la Cloche, c'est très bien. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, moi je suis bénévole au Secours catholique, malgré que je suis SDF, je suis dans la rue. Hein. Tout ce que j'ai à dire pour réellement connaître le monde de la rue, c'est beau de faire les enquêtes à droite et à gauche, mais c'est de vivre avec un SDF pendant un mois. C'est là qu'on pourra juger ce que vit réellement un SDF. C'est beau de faire les enquêtes, quand je peux pouvoir dire ça. Voir ce qu'il a dans la tête. Ouais, mais je crois que Franck, le socio-anthropologue à côté de toi, ne démentira pas cette parole. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Ah non, mais je pense qu'il ne démentira jamais ce que avec lui, un homme ou une femme, attention. Hein. T'as raison. Parce que les femmes, ils ont plus besoin d'être que nous. Parce que nous, on sait se défendre, mais une femme dans la rue, elle ne sait pas se défendre. C'est ça le problème. Il y a plus d'aide, que ce soit en France ou n'importe où, pour les hommes, ils vont regarder.
En France, il y a beaucoup de femmes dans la rue, elles ont besoin d'aide. C'est surtout d'elles qu'il faut s'occuper. C'est tout ce que j'ai à dire. Eh ben, voilà mon opinion. C'était très bien dit, ce sera presque le mot de la fin. Je te remercie Franck. Et du coup, le mot de la fin va être à Agathe. Donc quand même, on entend Franck, conditions nécessaires mais pas suffisantes, on est d'accord? Ça va venir. Oui, vas-y. Non, tu veux pas? Ah, ça y est. Oui, en fait, complètement, on est complètement d'accord avec toi, Franck, et de toutes les façons, je pense que c'est parce que c'était pas forcément le sujet aujourd'hui de revenir justement sur tout ce que tu viens de dire, mais c'est entièrement partagé, je pense, par la cloche et par les bénévoles aussi de la cloche et tout le collectif. Conclusion en 4 mots. En fait, pourquoi on a créé ce livret? Le but, c'est de le pousser et de proposer aussi d'accompagner les citoyens, les citoyennes, les structures, les collectivités à s'engager dans cette démarche d'inclusion, parce qu'au final, on a beaucoup tendance à mettre des étiquettes sur les gens et à s'arrêter sur statut de personnes sans domicile. Et le but, c'est de redonner le pouvoir d'agir aux personnes et de les mettre en confiance pour se baser sur leurs compétences et pas du tout sur leur statut. Ok, les auditeurs, auditrices et téléspectateurs qui nous écoutent peuvent le trouver où, ce guide, Agathe? Alors, pour l'instant, il va bientôt être sur notre site internet. Là, on l'a là, mais après, ne pas hésiter à nous contacter. Et le but, ça va être de le diffuser le plus possible et il sera sur les sites internet du collectif. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette émission. Désolé, les gens de campus. Alors, il y a un prénom de l'animateur ou pas? Lucas. Donc, c'est Lucas qui va prendre la suite tout de suite maintenant pour la matinale de 19h de Radio Campus. Merci à toutes et tous d'avoir accepté cette invitation et désolé du temps malheureusement rétréci. Ciao et c'est à la matinale maintenant.